Donc voilà, en fait, je suis ravi de venir dans ce masterclass, ravi aussi de répondre présent à l'invitation de Conaco, qui est effectivement une des entreprises certifiées Benefit Corporation. Je pense que B Corp, B Corporation, vous avez peut-être déjà un peu entendu. On commence un peu à être bien reconnu, visible dans le secteur de la certification holistique, dans la certification des impacts socio-environnementaux, avec le développement de nos standards. Je m'appelle Jonathan Normand, je suis le directeur exécutif et le fondateur de B-Lab Suisse, qui est l'organisation à but non lucratif qui se trouve en fait derrière ce mouvement B Corp. Et puis en fait, je vais surtout venir vous parler ce matin du changement de système. Changement de système de l'entreprise, de sa façon d'opérer, mais aussi plus largement, changement de système pour un modèle de développement économique qui réponde à ces grands enjeux planétaires. Donc je pense que ce matin, on va avoir beaucoup de sujets très liés entre ce que va partager John, forcément, avec une vue plus sur les portefeuilles et sur les critères d'investissement. Moi, je vais vous parler plus largement du modèle de développement économique et du rôle des entreprises au sens large sur la contribution à ce nouveau modèle économique régénératif, inclusif, forcément circulaire, mais plus que ça. Et puis aussi, très concrètement, en fait, quel est le capitalisme de demain. J'aimerais en fait, en introduction, peut-être juste vous présenter rapidement B-Lab. Donc, B-Lab a été créé en 2007. En fait, j'aime bien nous présenter comme un oiseau. Notre ONG, le mouvement et la théorie du changement qu'on a, c'est un peu un oiseau. Donc, sur une aile, on a l'impact management crédible, robuste, holistique. Et puis, de l'autre côté, on a une aile avec la gouvernance des parties prenantes. Et notre objectif, c'est de faire fonctionner cet oiseau dans l'économie, dans la société, et forcément de façon équilibrée entre ces deux ailes, mais sans un côté de gouvernance des parties prenantes forte et sans une gestion crédible des impacts, eh bien cet oiseau, il vacille encore plus quand les temps sont incertains ou quand il y a un peu trop de vent, ou voire de tempête. Et donc je vous parlerai de résilience aussi. Donc on a créé depuis maintenant ces 13 dernières années un mouvement, plus qu'une certification, un mouvement d'entreprise représentant 150 secteurs, qui se mobilisent pour être non pas les meilleurs du monde seulement, mais les meilleurs au monde, les meilleurs pour le monde, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé des standards, on a développé des outils, on a développé des outils gratuits, on est une ONG. Notre but, c'est d'insérer cette triple mission dans et au sein des acteurs de l'économie. On a créé une certification, on développe des formes juridiques. Dans 35 États aux États-Unis, en Italie, dans des pays en Amérique du Sud, on a créé des formes juridiques, des formes légales comme des SA, des SARL, qui s'appellent des Benefit Corporation, qui par la loi intègrent cette triple responsabilité fiduciaire, économique, sociale et environnementale. Et ça, c'est la façon de changer le système, en intégrant dans ces éléments de statut juridique cette nouvelle portée, ces nouvelles responsabilités, pour qu'on y fasse les bonnes allocations. Je vais évidemment couvrir des sujets qui sont très largement connus maintenant aujourd'hui, les limites planétaires, je pense que vous allez en entendre dans les trois prochaines interventions beaucoup parler. Et ces limites planétaires, elles sont intéressantes si on y met dessus par exemple le dernier rapport du WEF, du World Economic Forum, qui nous parle qu'il y a en fait la moitié des richesses mondiales qui sont dépendantes de la nature. 44 000 milliards qui sont dépendantes de la nature. Et ces 44 000 milliards sont liés aussi à l'effondrement de la biodiversité et des changements climatiques. Donc on est en train de parler d'un élément très important, et donc forcément de changements nécessaires, importants, massifs, pour répondre à cette réalité-là. L'activité humaine a un impact, la science nous le dit, et malheureusement la science nous le dit que progressivement. Sur ce joli schéma que vous voyez ici, sur la partie de l'acidification des océans, l'Université de Berne, rien que l'année dernière, a publié un nouveau rapport qui nous pousse, comme vous voyez le petit point rouge ici, à aller malheureusement beaucoup plus haut et en dehors de ce que la Terre peut accepter dans ces 9 processus corps de fonctionnement biophysique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, c'est pas le but, mais quelque part, voilà, c'est pas sur Mars que ça va se régler. C'est sur notre planète ici. C'est ça qu'il faut. Si on est tous d'accord là-dessus et si on écoute la science, eh bien on sait où il faut mettre l'intention. J'aime bien aussi parler de risques. Vous avez probablement vu que la Banque Centrale Européenne, en mars de cette année, suivie très récemment par la FINMA, qui a inscrit les risques du changement climatique comme risques systémiques.
Alors c'est très bien de référencer des risques et de les cartographier, de les inscrire comme dans ces pilotages de risques. Il est encore mieux d'y mettre de l'action derrière, et ça j'y reviendrai. Mais c'est intéressant de voir que, effectivement, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un investisseur, qu'un gestionnaire de portefeuille, qu'une entreprise puisse fonctionner sans piloter sa stratégie, son allocation de ressources au regard de ces risques. Et si vous regardez le quadrant top supérieur à droite, vous voyez qu'à côté des infections et des maladies et des pandémies, vous trouvez des maladies infectieuses, vous trouvez 4 des majeurs risques liés au capital naturel. La biodiversité, le climat et d'autres. Intéressant, petite matrice de risque, petite discussion avec un board, petite discussion avec un échange, un dialogue avec un comité d'investissement sur comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces risques-là et ces enjeux qui y sont associés. Donc B-Lab a positionné en fait une réflexion sur une théorie du changement sur un changement de système, et ce changement de système, il va bien au-delà aussi que simplement des questions du capital naturel. Le nombre de crises sociétales que l'on voit, le nombre de mouvements sociétaux qu'on voit apparaître de façon de plus en plus régulière, et même si la pandémie les a rendus plus silencieux visiblement, on va dire, ou du moins à l'extérieur, ils étaient tout aussi présents. Et donc, par rapport à tous ces enjeux-là, effectivement, ni les gouvernements, ni les ONG ne peuvent les adresser. Le seul acteur qui a réellement les moyens, le seul pan de notre société, de notre économie qui a le moyen de le faire, ce sont les sociétés, c'est le secteur privé, qui a un pouvoir gigantesque en termes de leadership pour faire ces transformations, amener ces investissements. Et puis, plus largement, on voit dans les pays occidentaux aussi un intérêt croissant pour ce qu'on appelle les milléniaux. Alors, les milléniaux, leur âge change toutes les années. Je crois qu'ils ont jusqu'à 39 ans aujourd'hui, qui rentrent dans ces postes de direction, qui rentrent dans ces postes exécutifs, qui sont aussi des investisseurs et qui souhaitent en fait travailler pour ces bonnes entreprises qui contribuent à ce changement, qui souhaitent investir pour ces bonnes entreprises, qui souhaitent aussi consommer des produits qui viennent de ces bonnes entreprises ou de cette bonne économie dont on parle. Donc la question elle est le leadership. Et j'aime bien toujours adresser ce qui s'est passé en 2019 avant la pandémie avec ce CEO Roundtable, les 200 plus grandes sociétés américaines au monde et internationales qui ont dit « Ah voilà, maintenant après 30 ans, on va ajouter dans notre purpose de prendre en compte les parties prenantes, ce qui inclut aussi la planète. » Donc c'est un changement de paradigme qui est en train de se passer. Soit c'est un signal faible pour certains, soit c'est un signal extrêmement fort pour mettre de l'énergie, mettre de la dynamique, mettre de la ressource dans cette accélération-là. Voilà ce moment de tipping point qu'on a vu, de point de rupture, où voilà, on commence à dire mais le capitalisme actionnarial, mais qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce que ça a amené? Et je pense que le bilan, il faut le faire dans les deux sens, autant pour les effets positifs, autant que pour les effets négatifs. Et on se voit que le modèle de développement économique aujourd'hui mainstream, qui est celui du capitalisme actionnarial, eh bien, a touché un peu ses limites, et donc il faut le repenser. On parlera peut-être de croissance ensuite, mais ce qui m'importe là, principalement, c'est vraiment de penser à ce changement de paradigme. Je parle de généralité. C'est sûr que des entreprises familiales, des PME vont pas se retrouver dans un capitalisme actionnarial qui maximisait le profit, parce qu'elles ont dans leur ADN toujours contribué au développement des communautés, de la société, des infrastructures. Mais plus largement, depuis 50 ans, le modèle mainstream, c'est quand même cette maximisation du profit, cette culture de la maximisation pour un nombre limité. Et moi, je suis mathématicien de formation et ça me fait toujours, j'aime toujours faire ce qu'on appelle un exercice de variable basse. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que ça veut dire. Il y a 29 personnes sur notre planète, donc si on en compte 29 là, ça fait pratiquement les deux premières rangées, qui ont la même richesse que 3,9 milliards de personnes sur notre planète. Il n'y a pas besoin de faire des grands mathématiques pour comprendre que c'est un système qui est déséquilibré et qu'il y a une concentration de pouvoir, de concentration de capacité qui forcément implique soit d'énormes responsabilités, soit comporte d'énormes dangers. À vous de faire la lecture que vous voulez, il y en a une plus positive que l'autre. Donc en fait, ce modèle de capitalisme qui évolue, c'est celui des parties prenantes. Et quand je dis parties prenantes, ça inclut évidemment le capital naturel, la planète, l'environnement, qui est construit pour le plus grand nombre, qui va être construit sur le long terme, et donc plus sur une démarche à court terme pour maximiser les choses, l'efficience et le profit, qui est forcément pas simplement protectrice ou qui va limiter les impacts négatifs socio-environnementaux, mais qui va les régénérer. Et donc là, c'est génial. On a dans ce changement de paradigme la possibilité d'innovation, de proposition. Et en plus de ça, je ne vais pas vous le dire à vous, les capitaux, ils sont là.
si on parle que d'argent. Le savoir-faire, il est là, spécialement en Suisse. Et donc, inclusive pour qu'elle aussi réponde aux plus grands besoins de notre différentes populations dans notre civilisation actuelle. Donc ce capitalisme des parties prenantes, eh bien nous, on a fait une proposition de structuration d'une infrastructure de marché. Donc je pense que vous savez tous, et vous êtes tous des experts ici, ce qu'est une infrastructure de marché. Et pour créer une infrastructure de marché, il y avait 3 conditions, 3 étapes. La première était en fait d'avoir des opérateurs de l'économie crédibles. Des pionniers qui allaient s'astreindre à des choses que personne d'autre ne s'était astreint jusque-là. Je vais venir dans le détail juste après. Et ça, ces entreprises Bicorp, cette communauté, aujourd'hui de 4000 entreprises, a pris cette responsabilité fiduciaire, sociale, environnementale et économique, et la structure dans ses opérations, dans sa stratégie, dans ses relations de développement, et aussi dans ses investissements. Et ce fonds financé pour ça. La deuxième étape, c'était, au-delà de cette communauté et de ce mouvement de pionniers, qui montre que c'est possible de créer cette infrastructure de marché, il y avait l'objectif de donner les outils, les standards, pour aider tous les acteurs de l'économie à se mettre dans cette dynamique-là. Et donc on a créé des outils. Maintenant, on a par exemple le B-Impact Assessment, qui est un des outils gratuits, confidentiels. On est une ONG, donc c'est pas parce que c'est gratuit que c'est vous le produit. Je le dis au passage, mais c'est toujours important. Qui permet, en fait, de faire cette évaluation holistique de l'entreprise, de sa gouvernance, en passant par ses collaborateurs, collaboratrices, son impact sur l'environnement, ses relations dans sa chaîne de valeur, ses communautés, et puis si elle a effectivement des critères dans son modèle d'affaires qui est contributeur et régénératif. J'y reviendrai plus tard. Donc, on a ces outils-là. On a lancé l'année dernière aussi un autre outil qui s'appelle le SDG Action Manager en partenariat avec le UN Global Compact, qui est l'agence onusienne pour le développement durable. Et vous avez un outil, quand vous parle des SDG, des ODD, du développement durable, des 17 objectifs, vous avez un outil très concret pour vous positionner dans vos opérations, dans vos modèles d'affaires, dans vos actions collectives en tant qu'investisseur ou entreprise dessus. Vous avez un benchmark par région, par taille d'entreprise, par secteur. Voilà, c'est là, vous pouvez les utiliser. Et donc là, on équipe l'opérateur économique avec les bons outils pour pouvoir conduire cette triple mission. Et la dernière étape, effectivement, cette dynamique de mouvement, d'inspirer des millions de personnes, de consommateurs, d'investisseurs, d'employés, de travailleurs à joindre cet effort pour ce dessin de cette infrastructure de marché qui est inclusive, circulaire et régénérative. Rapidement, les critères, ou du moins la composante du mouvement Bicorp et des entreprises qui se certifient, se compose en 3 éléments. Une évaluation avec un score minimum dans notre système de rating, donc il faut obtenir 80 points sur 200, et 80 points, ce n'est pas beaucoup si on prend l'échelle, mais je vous dirais qu'en moyenne, une entreprise suisse qui utilise nos outils, il y en a environ 5000 aujourd'hui qui utilisent nos outils en Suisse, elle fait un score de 60-65, et elle fait déjà des bonnes actions. Donc là, la marche, elle est haute. Le deuxième élément, au-delà du score vérifié, c'est d'intégrer ces clauses juridiques, donc d'étendre cette responsabilité fiduciaire à l'objet social, environnemental. Et là, c'est un vrai processus. Plus que de changer des statuts, c'est aussi un processus de dialogue avec l'organe stratégique, avec le conseil d'administration, avec toutes ces parties prenantes, parce que l'entreprise va fonctionner différemment. Du moment où elle intègre ça dans son permis de conduire, dans sa licence pour opérer sur le marché et sur l'économie, eh bien effectivement, elle va devoir gérer ces risques que je mentionnais au départ, elle va devoir allouer les ressources pour pouvoir répondre à ces nouvelles dimensions. Donc là, on est dans un changement de système, dans un changement d'operating system par rapport à la conduite aujourd'hui, où un statut, comme vous le savez, principalement en Suisse, la première portée est cette responsabilité fiduciaire économique, avec quelques forcément autres responsabilités, mais qui ne touchent pas l'objet social ou environnemental. Et puis l'objectif de transparence, c'est-à-dire qu'on publie les scores, on publie les résultats de l'entreprise publiquement. Vous avez un site, sur notre site bicorporation.net, vous pouvez voir, il y a un directory de toutes les entreprises, les 4000 qui sont certifiées, avec leur score, leur positionnement, qui vous permet en fait d'avoir cet élément de transparence vérifié de façon indépendante aussi. Quelques noms que je vous partage, et je les partage ici, pas forcément pour que les mettre en avant, mais c'est pour montrer qu'en fait on a environ 65% de nos entreprises qui sont des PME. Le reste sont aussi des entreprises plus grandes, des entreprises même multinationales pour certaines, qui font partie de multinationales. Et comme vous le voyez, on a des acteurs du B2B, du B2C, on a des entreprises sociales fortes comme Fairphone qui fait ses smartphones éthiques que vous connaissez, avec cette volonté
d'adresser la question d'obsolescence programmée. En 2015, ils ont une idée dingue dans leur cave. Non, ils n'étaient pas dans une cave ou dans leur garage. Ils étaient dans un bureau normal et ils se sont mis d'accord. Ils ont dit on va créer des téléphones qu'on peut réparer et que même l'utilisateur peut réparer lui-même pour penser à ce long terme, pour penser à l'obsolescence programmée. Et puis vous avez des entreprises beaucoup plus grandes, comme vous pouvez le voir dans quelques exemples, avec aussi des gestionnaires d'assets. On est heureux d'avoir Coninco, on est heureux d'avoir One Creation aussi comme membre de notre communauté ici, Ethos, pour pas les nommer, ou Lombard-Odier, que vous pouvez aussi voir en bas de l'écran. Donc on a vraiment une communauté très diverse, qui aujourd'hui représente environ plus de 100 milliards de revenus combinés, donc une petite contribution dans notre économie globale et qui ne fait que grandir. Les entreprises listées comme Natura, forcément aussi, ont fait des réflexions très intéressantes avec leurs investisseurs en étant listés publiquement. Donc voilà, 155 secteurs d'industrie représentés dans ce mouvement, et je passe rapidement sur les ODD parce que je crois que dans le timing, je dois être bientôt à la limite. J'aimerais juste en fait faire un focus sur maintenant ces 17 objectifs de développement durable. Génial, vous les avez tous entendus parler, vous les avez tous déjà vus, je pense, ces 17 couleurs et ces 17 objectifs. 193 gouvernements qui les ont signés, qui ont pris un engagement. Et si vous lisez la déclaration, il y a quand même une ligne qui est importante. Alors, c'est pas qu'elle est écrite en tout petit avec des étoiles, comme dans certains contrats que l'on peut trouver encore dans certains acteurs de l'économie, mais c'est marqué que nous arriverons uniquement à atteindre ces objectifs, ces 17 objectifs de développement durable d'ici 2030, qu'avec la participation massive des entreprises. Donc en fait, c'est juste aussi accepter le fait que ce ne sont ni les gouvernements, ni les ONG qui allons conduire cela. Ce sont les acteurs de l'économie, les acteurs de l'investissement, les entreprises qui vont le conduire. Et c'est un agenda. Et qu'est-ce qu'a besoin une entreprise pour structurer sa gestion de risque et sa stratégie? Elle a besoin d'un agenda. Et bien là, on a un agenda commun, collectif, qui permet de structurer toutes ces actions et aussi, plus largement, de répondre, en fait, quelque part, à toutes les opportunités qui s'y trouvent. Parce qu'il y a effectivement dans cette approche pragmatique, scientifique, économique, comme un poids, on se dit « le système, il va pas bien ». Et je pense qu'on est tous conscients de cela. Ça ne fonctionne pas pour le plus grand nombre, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et moi, j'aime bien parler de chiffres aussi de temps en temps, et quand je vois dans ce rapport qui était sorti par Better Future en 2018, c'est 12 000 milliards, c'est 12 trillions, donc ça représente environ 8%, entre 8 et 10%, c'est fluctuant, de notre économie mondiale, qui peuvent être investis pour répondre à ces 17 objectifs de développement durable. Création de plus de 400 millions d'emplois. Et post-pandémie, je pense que c'est intéressant de penser à la création d'emplois. Je ne vais pas faire de la politique ici, mais il faut penser aussi aux éléments structurels, aux changements de loi qu'on voit arriver un peu partout, ici en Suisse, pour financer cette transition, pour la rendre réelle. Et donc, il y a les capitaux, on sait comment les adresser, on a la technicité, et il y a beaucoup d'opportunités. J'aime bien aussi parler des leviers, et je finirai probablement là-dessus. 45% des actifs en circulation, donc le même ordre que ce qui est aujourd'hui, qui crée des impacts sur la nature que je mentionnais au début, c'est 44 000 milliards, qui sont dans les mains des milléniaux, de cette génération qui a jusqu'à 39 ans aujourd'hui. Donc on a une opportunité historique de réallouer ces capitaux au bon endroit pour financer ces opportunités, ces développements, ces transformations. Mathématiquement, il ne nous suffit que 7% de ces 45. Tout ça est possible. Il faut juste qu'on crée la narration, l'envie collective d'aller dans ce chemin-là. Et on a la technicité, on sait le faire. Et on saurait encore mieux le faire. Mais aujourd'hui, on sait comment démarrer, on sait comment le faire. Des changements structurels sont aussi en train de se passer un peu partout. Je fais un focus sur la Suisse. Cette nouvelle loi sur les marchés publics, c'est 41 milliards, c'est 9% de notre PIB suisse, de marchés publics, qui maintenant, par la loi, instruit cet équilibre dans l'attribution des marchés entre le prix, la qualité et l'objet social et environnemental. C'est très intéressant comme signal, c'est un signal fort qu'il y a des changements structurels qui se produisent et qui vont dynamiser cela. Et donc les investisseurs, forcément, ont aussi un rôle extrêmement important à jouer dans cette dynamique-là. Et puis la transmission des entreprises, c'est un vrai challenge. En Europe, on parle de 60% des entreprises qui sont transmises d'ici 2030. En Suisse, le chiffre oscille entre 40 et 50%. Là, en fait, c'est qu'on a une énorme opportunité
dans ce processus de transmission, d'aller changer ces modèles d'affaires, d'aller trouver de nouveaux investissements pour transformer ces entreprises et donc donner aussi un nouveau rôle de leadership à celui qui reprend l'entreprise. On n'a qu'à se donner envie. Donnons-nous envie, c'est possible. Les chiffres sont là, la technicité, nous l'avons, le cœur et le sens, je l'imagine. Si vous voulez agir dans une première étape, Bicorp est quand même très exigeant et pas facile à obtenir, mais si vous voulez vous engager dans un chemin, dans un parcours, au niveau national, on a lancé ce programme Swiss Triple Impact, avec l'aide de plusieurs partenaires, la Confédération, le soutien de la Confédération. Aujourd'hui, on a près de 200 entreprises qui participent à ce programme, de toute taille, de tout secteur, qui s'engagent à construire des objectifs, de prioriser et des actions pour contribuer à ces 17 objectifs de développement durable. Ces entreprises-là sont aussi les premières à attendre potentiellement des investissements pour dynamiser, accélérer leurs actions et leurs effets. Donc voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'étais peut-être un petit peu débordé. Et je vous souhaite une belle journée et je me réjouis de vous reparler tout à l'heure.